Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Art TV. Bien entendu, je salue toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire et vous invite à vous abonner à cette chaîne, à venir aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook et pourquoi pas sur cette chaîne qui est vraiment dédiée à l'art. Ça s'appelle Art TV Sandrine Dupuis et là vous pourrez retrouver l'intégralité de tous les interviews qui sont diffusées sur la chaîne de Philippe, mais aussi des ateliers créatifs. Et si la peinture c'est quelque chose qui vous anime, eh bien rejoignez-nous, il y aura des petits trucs et astuces à se partager. Aujourd'hui, on va changer de domaine. On va aujourd'hui discuter avec Philippe Guersin. Philippe Guersin, c'est un réalisateur de films, un romancier, mais pas que ça, vous allez voir qu'il a un parcours très très riche et je vous propose de l'accueillir. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine, bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir et de me recevoir dans ce petit moment de d'intimité que j'aime particulièrement en fait. Oui, et puis c'est une intimité que j'ai partagée au travers de ton ouvrage parce que j'ai passé de belles soirées à lire ce livre. Et je te propose de nous raconter un peu quel a été ton parcours avant l'écriture de ce livre, parce que moi j'ai lu un peu ta biographie et j'ai vu que tu avais été toi-même sur le devant de la scène, mais tu as aussi travaillé pour d'autres personnes assez célèbres et tu as vraiment un parcours très très varié. Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, si on a 2 petites heures devant nous, ça va pouvoir le faire. Mais non, blague à part, oui, j'ai un parcours assez atypique dans la mesure où j'ai été comédien, j'ai joué en fait, hein, j'étais au théâtre pendant quelques temps. En parallèle, j'avais d'autres activités et d'autres fonctions dans différents domaines pour pouvoir manger, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on avait aussi besoin de ça. Et puis, j'ai œuvré quand même aussi, notamment pour le compte de chef d'orchestre. On a fait des grandes opérations, on a monté des opéras, on a monté des conventions comme la convention Star Wars au Rex et des choses comme ça, où là, j'intervenais en producteur exécutif dans ce domaine-là. Mais c'était très intéressant, très enrichissant sur beaucoup d'aspects, d'autant plus que la musique n'était pas mon credo d'origine, donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, et puis surtout de gérer des plateaux très importants, parce que ce sont des plateaux où on a facilement 200-300 personnes entre les choristes, les musiciens, les solistes. Donc j'ai pas mal travaillé dans ce domaine-là. Moi-même, j'ai été comédien, et puis je me suis mis aussi donc à la réalisation, à l'écriture, et disons que j'ai essayé de faire un parcours assez vaste. J'ai eu une période en même temps où je suis retourné sur les bancs de l'école pour me former à la psychologie, à Gestalt thérapie, ainsi de suite, parce que ça a un sens pour moi dans la mesure où ça ramène toujours l'humain au centre de tout. Et comme ça fait partie de mes valeurs, bah, c'était quelque chose qui m'importait beaucoup. Et c'est en riche de tout ça que j'ai eu l'idée d'aller encore plus loin et pour commencer effectivement à réaliser mes propres films, à écrire mes propres scénarios et puis avancer le mieux possible pour pouvoir présenter ce que j'ai envie de présenter et transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Mmh. Voilà, c'est sur le parcours purement professionnel. Après, j'ai un autre parcours personnel avec différents domaines de spiritualité qui m'ont emmené dans différents endroits du monde. Bah, c'est certainement toute cette richesse de parcours qui fait qu'il y avait tant de choses à raconter finalement et aussi, le fait d'avoir développé toutes ces facultés d'organisation qui te permettent justement d'entreprendre autant de choses. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre Edgar et le chaman? Alors là, en fait, c'est un long parcours, hein, si tu veux. Ça a été à l'origine de ce livre. En fait, c'est tout d'abord un parcours de plusieurs dizaines d'années, pratiquement, puisque en fait, j'ai découvert le chamanisme il y a très longtemps, tout simplement parce que j'étais attiré par ça et que c'était une valeur qui m'interpellait. Donc je me suis beaucoup intéressé. J'ai été faire des cérémonies avec eux. J'ai fait en sorte d'être plus je dirais, au plus proche possible de ce qu'ils font. Donc tant avec des chamans d'Amérique du Nord que d'Amérique du Sud. Et puis ça m'a emmené à partir un peu à droite, à gauche, et notamment en Amazonie, où c'est à ce retour d'Amazonie et d'expérience quand même assez exceptionnelle, j'ai envie de dire, que on m'a demandé, enfin que j'ai reçu l'information, j'ai envie de dire presque, de d'écrire un livre et de l'écrire sous forme de roman pour qu'il puisse être accessible à tous.
Et ça m'est venu comme ça et je suis rentré avec cette idée-là sans me dire, sans savoir vraiment pourquoi. Et puis en pleine nuit, j'ai reçu la trame du livre. Je me suis réveillé dans le noir, j'ai écrit vite fait trois quatre lignes et ça a été, on va dire, la genèse de ce livre que j'ai écrit ensuite en y racontant toute une euh, toute une partie, pour pas dire une grande majorité des différentes cérémonies que j'ai pu vivre au travers du personnage du livre. Et c'était plus un besoin de raconter cette expérience vécue ou un besoin de transmettre? C'était vraiment un besoin de transmettre. En fait, je pense que le fait de raconter est une expérience intéressante. C'est juste pour peut-être démystifier les choses, pour essayer d'arriver à d'autres valeurs, parce que bien souvent on a une idée des éléments, on a une idée du chamanisme ou autre, on va dire, parce que le chamanisme a été quand même aujourd'hui beaucoup employé, c'est devenu presque un nom commun, alors qu'en fait le chamanisme en soi c'est quand même très très précieux, très spécial. Puis il y a très peu de chamans dans le monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes médecine, mais il y a très peu de chamans. Et mais en fait j'avais envie de le montrer de ma vision à moi, tout simplement, pour essayer d'amener quelque chose de beaucoup plus simple. Et il me semblait essentiel de transmettre dans ces valeurs-là, non pas pour dire j'ai la connaissance, parce que j'ai aucune connaissance particulière, mais c'est plus de dire bah voilà moi, quelle a été mon expérience, quelle est ma vérité ce cheminement-là, dans ce parcours, qu'est-ce que j'y ai vécu, et puis voir si comme ça fait écho à des personnes qui pourraient peut-être y voir quelque chose qui peut les intéresser aussi dans leur cheminement personnel et peut-être les ouvrir à un autre potentiel. Parce que bien souvent, effectivement, ce que l'on en dit est souvent dépeint d'une telle manière que c'est pas accessible à tous. Là, l'idée, c'est que ça soit accessible à tous, y compris aux enfants, puisque les enfants lisent le livre comme un livre d'aventure. Donc, c'était un peu le but. Mmh. Et au niveau du chamanisme, il y a différentes formes de chamanisme, je pense, hein, oui? Et toi, c'était de quel ordre celui que tu as pratiqué? Alors moi, j'étais d'abord avec les chamans d'Amérique du Nord, qui sont des chamans d'orientation Lakota, donc c'est vraiment du chamanisme donc de ces tribus-là, de ces peuples-là, j'ai envie de dire, et où là c'est beaucoup une orientation qui est faite au travers notamment du point majeur qu'est la Sweat Lodge chez eux, donc la Utah Sudation, hein, qui est connu pour cela, qui est un élément important pour eux parce que c'est un endroit où on y dépose ce qu'on a déposé, où on y guérit ce que l'on a à guérir grâce à la chaleur et grâce au tambour aussi. Et donc oui, c'est dans la hutte à sudation que l'on retrouve effectivement des éléments de ce que l'on a besoin d'aller chercher. En fait, c'est là où on va déposer ce que l'on a besoin de déposer. Et parce que la chaleur de la hutte nous permet de couper une partie de notre mental, que du moins d'atténuer, on va dire, la mentalisation des choses pour être plus en contact et en relation avec notre être profond et avec notre âme. Et puis le tambour qui nous accompagne est un moyen d'entrer aussi dans une forme de transe et où là encore le mental peut lâcher. Donc ça, c'est vraiment les Lakota, ils sont vraiment dans ce domaine-là et dans la culture du vivant sous toutes ses formes. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Et puis après, du côté Amérique du Sud, où là je suis parti en Amazonie, on est plus avec la prise des plantes, et notamment de l'ayahuasca, qui est une plante qui est très très connue, qui est interpellée de différentes façons aujourd'hui. Et moi, je l'ai fait avec eux, mais dans une méthode plutôt traditionnelle. J'avais pas envie d'aller là-bas pour prendre la plante juste pour dire que, comme tout touriste, j'ai envie d'essayer. Non, non, moi j'y allais vraiment dans un contexte de cérémonie, avec toute une préparation en amont, et pour pouvoir effectivement la vivre au plus près de la réalité, quoi. On va dire de cette réalité presque ancestrale, quoi, on va dire. Et tu es resté combien de temps là-bas? En Amazonie, je suis resté 25 jours. Ouais. Ça a été 20-25 jours, j'ai été isolé en forêt aussi, donc j'ai fait une retraite en forêt tout seul et ouais, 5 jours en forêt et 5 nuits en forêt amazonienne, c'est un peu spécial quand même parce que les animaux de la forêt sont quand même très vivants et très bruyants jour et nuit, et on peut y rencontrer tout type d'animaux. Moi, j'ai fait quelques rencontres quand même. Donc c'est un peu surprenant, mais c'est intéressant. Pour faire ça, cela dit, il y a toute une préparation en amont. On peut pas faire ça n'importe comment. Moi, on m'a souvent posé la question, on m'a dit,
mais t'as pas eu peur d'être agressé par des, bah, voilà, par des animaux, des félins, puisqu'il y en a bien sûr, ou des choses comme ça et j'ai pas senti cette peur-là. Pourtant, je suis pas quand même quelqu'un, je veux dire, je suis pas d'une nature à ne pas avoir peur, hein. Mais pour autant, je me sentais dans un environnement qui était dans le mien et parce que au préalable, j'avais fait toute une préparation et notamment, je me rappelle avoir discuté avec l'un des chamans, parce qu'en fait, on ne mangeait plus du tout de produits carnés depuis des semaines et on mangeait que du végétal, en fait. Et quand on posait la question et quand je lui ai demandé, il m'a dit, bah, c'est simplement parce qu'en fait, à partir du moment où tu manges du végétal, des plantes, enfin voilà, et du produit végétal d'une manière générale, bah, ton odeur corporelle va sentir la plante et non pas la viande. Et à partir du moment où ça sent la plante, pour les animaux, tu ne deviens plus un ennemi, mais tu deviens une partie de l'environnement. Donc ça permet d'être moins en danger. Ah écoute, c'est une explication géniale ça, je ne l'avais jamais entendue et c'est chouette de savoir ça, oui, oui. Et donc tu t'es bien préparé, tu es resté suffisamment longtemps là-bas pour t'imprégner de cette culture, de ces enseignements, de cette transmission, de tout ce que tu as vécu à l'intérieur de toi. Puis ce besoin de transmettre en commençant à écrire. Alors pourquoi avoir choisi, ça c'est je fais là un peu la petite curieuse, mais pourquoi tu as choisi de raconter ça à travers les yeux d'un enfant? Ben, en fait, c'est presque pas un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je précisais tout à l'heure, je me suis réveillé en pleine nuit, on m'a donné l'information, on m'a dit voilà, tu vas raconter une histoire avec un enfant qui va vivre toutes ces expériences. Et j'ai écrit ça sur un bout de papier en me disant mais par quel moyen je vais faire ça? Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait quelque chose d'intéressant dans la mesure où on est beaucoup plus facilement touché par un enfant, par l'expérience d'un enfant. Ça va nous emmène plus dans beaucoup plus de sensibilité. Ça ouvre l'espace du cœur beaucoup plus facilement, bien souvent. Et c'est un peu le but, c'est d'ouvrir cet espace du cœur. Et puis en même temps, bah, au fil de l'écriture, j'ai pu me rendre compte que j'ai pu aussi y intégrer un certains éléments qui sont en correspondance aussi avec mon vécu d'enfant, même si c'était pas du tout le même contexte, mais avec ce que j'ai pu y vivre comme frustration, comme peur, comme nombre d'enfants, hein, comme tous, nous avons tous vécu des choses similaires ou plus ou moins similaires. Mais je trouvais intéressant aussi, c'était une façon, alors, ça m'a certainement servi moi aussi à me nettoyer un certain nombre de choses qui étaient restées là en suspens. Et puis surtout, bah, ça permet de remettre de l'humain dans tout ça. L'important, selon moi, dans l'écriture, c'est toujours de remettre cette humanité au centre de tout, qui fait que la lecture devient transmissible et écoutable pour tout le monde, et lisible pour tous, et où chacun peut trouver peut-être à s'identifier dans une partie du personnage, voire dans plusieurs parties, et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai trouvé que c'était bon, en fait, compte, c'était une très bonne idée que d'aborder ça sous le regard d'un enfant. Ça emmène plein, enfin, ça emmène plein d'indications différentes que si ça avait été de l'œil d'un adulte. Et notamment, dans le cadre de l'enfance et le fait de le faire vivre par un enfant, ça ouvre cet espace possible pour que les enfants eux-mêmes le lisent, le livre. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que de ce fait, ça ne s'adresse pas qu'à des adultes qui sont en cheminement, mais ça s'adresse aussi à tout le monde et aux enfants, une fois de plus, qu'ils le lisent comme un livre d'aventure et qui, comme ça, reçoivent aussi l'information malgré tout. Et ça, c'est super intéressant. Et j'ai de retours d'enfants, hein. J'ai reçu une lettre d'une enfant une fois la maman m'a écrit sur un des réseaux, m'a demandé si je pouvais lui communiquer mon adresse personnelle parce que mon adresse vraiment physique. Sa fille voulait m'envoyer une lettre et j'ai une petite de 10 ans qui m'a fait tout un courrier écrit à la main pour me raconter tout ce qu'elle avait vécu dans la lecture, comment elle avait senti son plaisir qu'elle a eu à le lire et ainsi de suite, et son souhait de vite lire la suite d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant parce que les enfants, eux, le perçoivent aussi du fait. Mmh. Et comme ça, ils ont l'information. Donc je trouve que le fait de l'écrire sous le regard, sous l'angle d'un enfant a aussi cet aspect intéressant. Puis pour les adultes et les parents, bah aussi, ça nous permet aussi d'avoir un regard, puisque c'est un peu l'idée, c'est comment nous, en tant que parents, on a aussi notre regard sur notre enfant, comment on va l'éduquer nous aussi et quelles ont été nos limites aussi, parce qu'on en a tous. Donc, bah, c'est un melting pot de tout ça qui fait que j'ai trouvé que c'est très intéressant. Et quand tu racontes, comment tu fais la part entre ce qui est de l'ordre de l'intime et de l'universel?
C'est très compliqué ça. Je pars de l'idée que mon expérience est une expérience que de tout un chacun qui pour moi a pris une forme qui est la forme de mon existence. Mais pour autant, chacun vit certainement des traversées similaires sous d'autres formes d'expérience. Et donc l'idée, c'est toujours pour moi, de me servir de cet intime et d'essayer de le mettre d'une manière beaucoup plus généraliste et beaucoup plus globale dans l'histoire pour que chacun puisse s'y retrouver dedans. Mais j'avoue que c'est pas la partie la plus simple dans l'écriture parce que ça demande de se dissocier tout en gardant effectivement un élément, on va dire, probant de notre existence. C'est pas simple, mais on y arrive. Et comment tu as pu, intégrer tous les éléments, les symboles chamaniques sans tomber dans des clichés? Bien, écoute, une fois de plus, c'est de trouver ce qui a résonné le plus en moi dans toutes les expériences que j'ai vécues. Je pense que tout part de là, ça part de cette sincérité que l'on a à, à accepter ce que l'on a vécu, d'avoir cette humilité, on va dire, de ce que l'on a pu traverser, et comme ça de transmettre les symboles, mais à notre manière, en fait, avec notre considération, avec notre perception de ce qui a été. Et puis après, avec alors moi j'ai une grande tendresse aussi et j'ai un grand respect pour ces cultures qui m'ont tellement ouvert l'esprit de beaucoup de choses. Et j'avais envie aussi de leur rendre hommage au travers de tout cela, mais, mais en gardant vraiment les deux pieds sur terre. Tu sais, l'un des éléments qu'on m'a transmis là-bas, c'est si tu veux t'élever très très haut, enracine-toi très 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 bas. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est gardons les pieds sur terre, mais vraiment bien enracinés. Et là, on pourra s'élever très très haut et puis avoir des connexions et des connaissances d'autres choses. Et c'est tout ça qu'on a besoin d'équilibrer et puis de pouvoir émaner et rayonner de façon à ce que ça puisse être recevable par tous, quoi, on va dire. Oui, alors tu rends hommage à ces peuples, c'est vrai, mais il y a un autre hommage aussi dans ton livre, hein, celui des enfants non nés. Tout à fait. Oui. Ah ça, c'est très particulier. Je pense que c'est la plus grande des expériences de ma vie. Je Mmh. crois que j'ai jamais eu une expérience aussi forte. Alors, il se trouve que moi, je la raconte dans le livre au travers de cet enfant, mais pour l'avoir vécu moi personnellement pendant effectivement mon séjour en Amazonie notamment, où je me suis retrouvé face à un moment donné, on nous a précisé, bah demain on fait une cérémonie pour les enfants non nés. Du coup, je me suis dit, ça veut dire quoi? On nous a expliqué que c'était pour les enfants qui ne sont pas venus au monde, voilà, clairement. J'ai dit: «Ah oui, ça m'intéresse», sachant que mon épouse a fait 4 fausses couches, ça m'intéresse. Donc j'ai couru dans un petit village plus loin, pour trouver un téléphone, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les portables, bah, il y avait des portables, mais ça coûtait très, très cher de téléphoner de l'étranger. Et donc je suis allé dans un petit village, j'ai trouvé une cabine téléphonique, j'ai appelé mon épouse pour lui expliquer la situation et lui dire qu'il fallait qu'on trouve 4 prénoms. Et donc voilà, on a réfléchi ensemble. Le lendemain, je suis allé à la cérémonie, effectivement, dans cette petite chapelle dans la forêt. Et là, il y a un prêtre qui est arrivé, péruvien. Il m'a demandé les prénoms de mes enfants en question. Je lui ai donné, il les a baptisés. Et il m'a dit maintenant, désormais, ils sont reconnus, ils existent. Déjà, c'est très touchant parce que quand on reçoit ça comme information, d'un seul coup, on prend conscience que ces enfants qui ne sont pas venus au monde existaient quelque part et qu'on n'avait pas, enfin moi j'avais pas voulu le voir en fait, hein. Et donc là ils existaient, donc c'était très très touchant. Je suis sorti de la petite chapelle, il y avait le chaman qui était à l'extérieur, et il m'a dit voilà il y a des boules de terre, prends le nombre de boules de terre correspondant à ton nombre d'enfants, moi, c'était donc les 4. Il m'a dit modèle un enfant dans chacune boule. Donc moi avec mon côté un peu taquin, je lui dis oui, enfin bon je suis pas j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Je veux dire, je suis pas sculpteur, moi. Il dit, t'inquiète pas, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande juste de créer quelque chose. Donc, j'ai créé des petits personnages, mais dans un moment on va dire, de suspension du temps, puisque là, j'étais entouré que par les bruits de la nature, et j'étais tout seul, et j'ai modelé, et puis au bout d'un moment, le chaman est revenu, il est venu vers moi, et puis, il m'a dit, bah, tiens, ces enfants-là, voilà 4 feuilles de bananier, mets-en un dans chaque feuille, et puis, mets-les maintenant, laisse-les partir dans la rivière qui était juste à côté. Ça m'a troublé, j'avoue, parce que
ces enfants existaient et d'un seul coup, ils n'existaient plus. On me demandait de les laisser déjà repartir. Donc c'était assez troublant. Mais pour autant, je les ai laissés repartir comme il me l'a demandé, avec ce côté, on va dire, heureux d'avoir fait l'expérience de leur avoir permis de partir. Et puis en même temps, cette espèce de frustration déjà de les sentir partir. Mais voilà, c'était essentiel et ça a été un moment magique qui a guéri beaucoup de choses, et pour moi et pour mon épouse. Et, euh, et puis après, dans une des sessions d'ayahuasca, j'ai eu la révélation effectivement que tout ça était juste. Et ça m'a été donné comme information alors que je m'y attendais pas du tout. Donc, ça m'a donné en fait la certitude qu'effectivement, quand il y a un enfant qui est non né, bien souvent on passe à côté de quelque chose. Et alors qu'il serait bien, comme eux, de faire une petite cérémonie, juste pour dire, OK, cet enfant, il n'est pas venu au monde, mais quelque part, il a existé à un moment donné, énergétiquement, dans le ventre de la mère, et puis dans la sphère du père, puisqu'il est à l'origine de tout aussi. Et puis, de pouvoir se dire, bah, je vais faire une petite cérémonie juste pour l'accueillir et lui dire, je te libère maintenant, je te laisse partir, mais je te reconnais, en fait, en tant qu'enfant non venu au monde. Et ça libère beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai eu des retours de personnes qui ont fait cette cérémonie après avoir lu le livre et qui m'ont dit combien ça les avait soulagés de poids du passé et que ça les avait libérés de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une expérience exceptionnelle, je trouve. Merci de nous la partager et pour tous les personnes qui auraient envie de lire ce livre, il est déjà sorti depuis un petit temps, mais vous pouvez franchement le trouver très facilement et c'est la première partie d'une suite qu'on va vous raconter maintenant. Mais donc, voilà, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le moment de lire de beaux livres, ne vous en privez surtout pas. De toute façon, les liens, concernant Philippe Yersin sont bien sûr dans le descriptif de cette vidéo. Alors Philippe, suite à cet ouvrage, tu as fait ce qu'on appelle un court-métrage. Alors, pour nous tous qui, pour la plupart, ne sommes pas du tout dans le monde du cinéma, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer la différence entre un court-métrage et un long-métrage? C'est sa durée, tout simplement, en fait, hein. C'est le court métrage. Bon, après, il y a eu différentes variantes parce qu'après, il y a eu le court, il y a eu le moyen métrage, le long métrage. Mais on va dire que le court métrage a une durée pouvant aller jusqu'à 40 minutes, grosso modo. Et après, on passe sur du moyen et après sur du long métrage. C'est vraiment la durée qui diffère. Et puis après, bon, c'est après le contenu qu'on y met dedans n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment la durée qui définit on va dire la dénomination du film en soi. Voilà. Merci. Et au sujet des dénominations, justement, c'est quoi aussi la différence entre un réalisateur, un producteur, enfin tous ces termes qu'on voit dans les génériques, et souvent, on n'y fait pas Hum. très attention. Ah ouais. Bah, le réalisateur, c'est celui qui va être là pour diriger l'équipe qui va permettre de faire le film. C'est lui qui a l'idée en fait et qui a toute l'histoire en fait à raconter. Donc c'est lui qui réalise vraiment l'histoire. Donc il a toute une équipe de travail qui est constituée d'opérateurs divers et variés, qui sont des cadreurs, des ingé-sons, des assistants et ainsi de suite, qui sont là pour l'accompagner. Et Dieu sait que sans eux, on est incapable de faire un film. Moi, je rends toujours hommage à toutes les équipes parce que c'est hyper essentiel. Et puis moi, je sais que dans ma méthode de travail, j'aime bien les avoir à mes côtés et j'aime bien qu'on décide ensemble parce que je dis toujours, un cadreur, il sait comment doit être faite une image. Il a la technique que je n'ai pas moi, donc j'aime autant lui faire confiance à lui et j'aime autant qu'il me donne son information parce que ça me permet de jauger de ce qui me paraît être le plus juste par rapport à moi, l'image que j'ai en tête. Donc ça, ce sont les techniciens et puis le réalisateur. Le producteur, c'est celui qui va financer le film, en quelque sorte. C'est celui qui va permettre de récupérer l'argent pour pouvoir payer toutes ces personnes pour faire en sorte que le film se fasse. Et puis c'est lui aussi qui touchera les royalties forcément sur les ventes dans les salles de cinéma. Enfin, une partie parce que tout ne sera pas pour lui, bien entendu. Voilà, le producteur, c'est celui qui finance. Le réalisateur, c'est celui qui vraiment met en œuvre vraiment le film. D'accord. Et pour le tien, alors comment ça s'est passé? Est-ce que déjà c'était pour toi prévu dès le départ que tu allais, passer du livre au film? Ou bien c'est venu, par un des fameux hasards de la vie? Comment ça s'est passé et comment justement ton film a-t-il été réalisé, produit et cetera? Alors moi, en fait, quand j'ai écrit le livre,
je l'écrivais en voyant les images du film. Et j'ai pas mal de gens qui travaillent dans le cinéma qui, quand ils ont lu le livre, m'ont dit c'est surprenant parce que ton livre, quand on le lit, on voit des images défiler, comme si c'était un scénario pratiquement. Il y a beaucoup de dialogues parce que ça fait partie des choses que j'aime bien. J'aime bien faire discuter les personnages plutôt que de les raconter. Et donc j'avais déjà cette idée-là. C'était pour moi une valeur sûre, c'est que j'allais pouvoir faire le film. Il se trouve qu'après ça, j'avais besoin d'écrire le scénario. Et j'étais pas scénariste de métier, hein, loin de là. Hein, donc je me suis dit, bon, faut que j'écrive le scénario. Écrire un scénario, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut prendre le livre et l'adapter pour en écrire un film. Et pour ce faire, je me suis dit, bah, je sais pas comment je vais procéder. Il se trouve que par le plus grand des hasards, on va dire, j'ai croisé un voisin dans le hall de chez moi. Et comme ça, on a discuté. Ça faisait déjà 5 ans, 5, 6 ans que j'habitais là où j'habitais et que je connaissais pas le voisin en question qui habitait dans les étages supérieurs. Et donc on discute simplement comme ça et on discute parce qu'il y avait des travaux qui étaient prévus au rez-de-chaussée, enfin bref. Et il me dit j'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que moi je travaille de chez moi donc ça va être compliqué. Et je lui dis bah oui mais moi aussi de toute façon donc c'est vrai que s'il y a du bruit bah, c'est pas simple. Il me dit ah bon mais il me dit bah il me dit vous faites quoi parce que il me dit moi je suis scénariste. Je dis, ben moi j'écris, je veux écrire un scénario. Il me dit, ah bon, mais c'est quoi? Et donc je lui ai passé le livre. Il l'a lu en quelques jours, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, moi l'idée d'écrire le scénario me plaît. Et donc on est devenus très amis, on a écrit le scénario ensemble. Donc on a écrit un scénario d'un long métrage. Et ça a été la première étape forte. Une fois qu'on avait écrit le scénario, bah, il fallait aller chercher les financements pour pouvoir faire le long métrage. Ça prend toujours du temps. Et c'est toujours en cours d'ailleurs, mais ça prend du temps et devant, on va dire, cette impatience que j'avais, je me suis dit, je vais faire une version courte pour déjà bah, me donner un petit peu la dimension de ce que sera le futur long. Et puis c'est une façon aussi de le présenter auprès de futurs investisseurs effectivement dans le du long, de leur montrer à peu près mon environnement, comment j'ambitionne de faire le film. Donc, de ce fait, j'ai écrit une version courte qui reprend une partie de l'histoire. Et puis, bah, après, il suffisait de trouver le financement pour cela. Et j'ai eu, parce qu'en fait, faut juste savoir, en aparté, un long métrage, ça coûte quelques millions d'euros globalement, parce que faut savoir que sur un long métrage, on a entre 80 et 150 personnes qui travaillent dessus, entre la préparation, la réalisation, la post-production, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de monde pour pouvoir faire un film. Et donc ça représente quelques millions. Et puis court-métrage, ça représente quelques dizaines de milliers d'euros. Et mais bon, n'en disposant pas, je me suis dit, bah, je sais pas comment je vais faire. J'ai cherché, je trouvais pas. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon stop, je m'en prends, j'arrête de me prendre la tête avec ça. Tant pis, si ça doit se faire, ça se fait. Ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis c'est parce que probablement j'ai dit ça que j'ai rencontré une personne que je devais absolument pas rencontrer et qui m'a dit mais écoute moi je suis prêt à financer ton film et puis c'est parti comme ça et après tout s'est enchaîné d'une manière tellement incroyable. C'est que j'ai obtenu le financement, l'équipe était quasiment prête, l'équipe qui me manquait est arrivée à moi sans que je demande pratiquement. Tout s'est fait d'une manière facile et jusqu'à bah, à réaliser ce court métrage, avoir la chance d'avoir un Pascal Légitimus avec qui j'étais devenu ami quelques années auparavant parce qu'on était ensemble sur un salon du livre et qu'on avait sympathisé. Et donc j'avais demandé à Pascal s'il accepterait de tourner dans mon film. Il me dit que oui. Et puis donc il a accepté d'avoir un rôle dans le court métrage et tout s'est mis en place quoi, tout simplement. Et c'est comme ça que le court métrage est né. Et puis maintenant l'ambition ça reste toujours de faire le long quoi qu'il en soit. Alors, le fait de réaliser un film, est-ce que ça te permet de donner comme une continuité au livre ou bien est-ce que c'est une manière de transposer, ce décor et ces émotions et cetera d'une autre façon pour toucher le public autrement? Alors moi, j'essaye effectivement de donner une continuité. J'essaye de le plus possible en fait, de transmettre en images ce que j'ai voulu mettre par écrit et qui était au plus proche de ce que j'ai vécu moi quand j'ai vécu les cérémonies. J'essaie vraiment d'être de calquer ce que j'ai vécu
tant dans les visions que j'ai pu avoir que, dans les émotions que j'ai pu vivre et ainsi de suite. J'essaye vraiment de calquer ça au plus proche pour transmettre ça et à l'identique de ce que j'ai essayé de mettre dans le livre en tout cas. Je me rapproche le plus possible, de cela. Alors on est obligé de l'adapter quoi qu'il en soit parce que un film ne peut pas, ne peut enfin, on peut pas mettre à l'identique, les images d'un film, comme on écrit un livre parce que le livre en l'occurrence, il fait 310-320 pages, je sais plus. Je peux pas mettre 320 pages de scénario, c'est pas possible, hein, sinon le film il ferait 8 heures. Donc bah, on est obligé de concocter et de se servir des instants les plus précieux pour pouvoir les traduire dans le film d'une telle manière que ça soit plutôt, on va dire en corrélation. Et j'avoue que pour les personnes qui ont vu le film après avoir lu le bouquin, beaucoup sont revenus vers moi pour me dire, c'est exactement l'idée que je m'en faisais, je me suis replongé complètement dedans, comme dans le livre, quoi. Donc, vraisemblablement, on n'a pas trop mal réussi quand même. Et c'est quoi que tu as le plus envie de transmettre à travers ce film? Bah, le plus envie de transmettre, enfin, il y a beaucoup de choses en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai beaucoup envie de transmettre effectivement, forcément, toutes ces cérémonies chamaniques. Quelle est la valeur de ces cérémonies? Quelle est cette dimension de ces chamans autour du vivant? Et puis, il y a aussi cet aspect du secret familial qui apparaît quand même d'une 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 manière profonde et que moi je sens exister dans les familles et ça c'est ce qui est on va dire un des ressorts du film comme un des ressorts du livre c'est le secret familial, qu'est-ce que ça engendre derrière. Donc c'est un peu tout ça que j'ai envie d'éveiller en fait les consciences sur un secret familial apporte bien souvent des incidences qu'on ne suppose pas. Et il s'agit pas de les juger, il s'agit pas de tout ça, c'est juste d'avoir cette conscience-là. Et puis de voir aussi que, au travers d'un secret familial, et à partir du moment où il commence à se dévoiler ou qu'il se passe un événement, eh bien, il y a des possibilités de grandir, d'aller encore plus loin sur son chemin. Et c'est ce que j'essaie de traiter au travers de cette famille qui, en fait, à un moment donné, est dans le chaos et puis, en fin de compte, essaye de se reconstruire différemment, chacun avec sa perception, dans son cheminement intérieur ou au travers, effectivement, de guides spirituels. Et c'est d'essayer de donner différentes possibilités et puis de démontrer que tout est possible, en fait. Mmh. Donc un film, c'est une manière de faire de l'art aussi, c'est un des moyens parmi tous ceux qui existent. Comment tu fais le lien entre, le chamanisme et le côté artistique justement? Bah, une fois de plus, hein, je pense que tout vient de la connexion que l'on a pour chacun des éléments pour lesquels on est passionné. Moi, l'art est une passion, tant l'écriture que le cinéma, et surtout le cinéma, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Et le chamanisme tel que je l'ai vécu au travers de ces différentes expériences, différentes cérémonies, est une vraie, j'ai un amour vraiment profond. Et en fait, c'est la reliance de ces amours qui nous permet de créer quelque chose, sans même qu'on aille vraiment chercher mentalement. C'est juste que ça s'impose à nous d'une manière très douce et tout vient facilement parce que c'est l'amour de ces deux éléments qui permettent de construire. Mais je reste persuadé qu'en plus ça, c'est d'une manière générale. On ne peut être dans l'art ou dans n'importe quel autre espace de sa vie. Donc, il y a que cette dimension d'amour pour ce que l'on est ou pour ce que l'on fait qui nous permet d'aller grandir et de transmettre. C'est ma propre vision, hein, après. Hein. Je dis pas que c'est forcément la vérité. Mais en tout cas, dans mon fonctionnement, c'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça dans ce registre-là, bah, quand j'associe cet amour que j'ai pour cette culture, pour ces traditions, pour cette façon effectivement d'honorer le vivant, et cet amour que j'ai dans l'art, dans la retransmission d'images, d'écrits, bah, la fusion entre les deux crée ce que je fais. Et c'est à cet endroit-là que j'essaie de fusionner, on va dire. Mmh. Alors dans le cadre de cette émission, je propose souvent une citation, aux intervenants et je te propose de choisir un chiffre entre 1 et 10. On va voir sur lequel tu vas tomber.
Eh bien, je vais prendre la 6. La 6. Alors, elle est de Christian Bobin, un écrivain français, décédé il y a quelques années, hein. Et il a dit ceci, il a dit: «La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil». Mais c'est totalement juste. Je trouve que c'est une grande poésie d'abord de le dire. Effectivement, tu sais, on dit souvent, vous demandez quelque chose et ça vous vient pas forcément avec le cadeau le mieux enveloppé. Mais c'est ainsi, c'est la vie aussi. Et puis de défaire la ficelle du cadeau, je trouve que c'est une façon de dire, je m'ouvre tous les matins à quelque chose et je me laisse porter par le cadeau de la vie. Et ça, je trouve que c'est une façon je trouve très intéressante parce que c'est une façon de vivre dans l'instant présent. Et c'est vraiment une notion que j'essaye moi de développer le plus possible en moi, hein. Parce qu'on sait très bien effectivement que le passé nous met dans la nostalgie bien souvent, parce qu'on a cette nostalgie de ce qui a été. Le futur bien souvent peut nous emmener dans la peur parce qu'on a la crainte. Et en tout cas, on a souvent été éduqués comme ça. Et il y a que le présent qui nous amène vraiment à vivre l'instant tel qu'il doit être. Et c'est je sais plus quel sage ou philosophe qui disait que c'est bien pour ça qu'on l'appelle le présent, c'est parce que c'est un cadeau. Mmh. Et donc c'est ce qu'il dit lui. Oui, oui, oui. Oui, il était tout à fait dans le moment présent, hein, Christian Bobin. C'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire ses livres. Alors, pour rebondir sur cette phrase, en t'écoutant parler, bon, on parlait de cadeaux, et cetera, et en fait, tu as un autre cadeau pour nous puisque tu as préparé un deuxième roman. Alors, ce deuxième roman, est-ce que dès le départ, tu savais qu'il y aurait une suite à cette histoire, ou bien c'est le fait qu'il y ait une forme de maturation qui t'a donné l'envie d'en écrire un second? Alors au départ, non, je pensais pas du tout qu'il y aurait une suite. J'avais juste l'idée d'écrire un livre et puis d'en faire un film et puis après de me laisser porter par ce qui est. Et une fois de plus, comme le film prend un peu de temps à se financer, je me suis dit, bah j'ai d'autres choses à raconter. Et je trouvais intéressant de les raconter, toujours en me servant d'expériences, de mes propres expériences, on va dire, spirituelles dans différents domaines. Et je voulais un petit peu les raconter. Et donc, l'idée m'est venue effectivement d'écrire le deuxième, qui va être suivi d'un troisième, déjà je peux le dire, déjà, parce que je l'ai déjà en tête. Et, euh, et donc, à chaque fois, je mets vraiment mon parcours au travers des personnages, avec tout ce que ça m'a fait découvrir dans plein de domaines différents, mais surtout dans le contexte, effectivement, ce cheminement intérieur et ce cheminement de la spiritualité. C'est ça qui m'anime. Mais au départ, c'était pas prévu. Mais là, je me dis, oh, tout qu'on fait un deuxième, c'est bien, puis un troisième, ça va être encore bien aussi, parce que ça fait une trilogie. J'aime bien le fait de la trilogie, ça me plaît beaucoup. C'est une idée. Alors, dévoilons autre chose. Tu as dit que dans le premier livre, il s'adressait à tout le monde, enfants comme adultes, et les suivants alors? C'est pareil. Ça, je vais essayer en fait, le deuxième, c'est la suite du premier, où l'enfant du premier grandit et puis va aller vivre d'autres expériences dans un autre registre, mais tout aussi spirituel et tout aussi révélatrice de quelque chose qui touche à l'invisible, on va dire. Et je l'écris encore une fois pour qu'il puisse toucher. Le deuxième touchera peut-être plus les ados que les enfants. Même si les enfants auront plaisir à le lire forcément parce que j'écris toujours sous un contexte d'aventure. Les ados, par contre, vont pouvoir s'y retrouver encore un peu plus. Et j'aime bien l'idée de me servir comme support un enfant. Après, on est plus sur le côté de l'adolescence et du début de la vie d'adulte. Et puis après, le troisième ira probablement plus dans la vie, on va dire, adulte. Et on voit grandir, effectivement, puis ça nous permet de grandir intérieurement aussi, parce que quand on parle d'un enfant, on parle aussi de notre enfant aussi intérieur, de ce qu'il a pu vivre. L'adolescence, c'est pareil. Et l'adulte, ça va être aussi encore une résonance par rapport à ça. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir ce fil conducteur qui nous emmène dans tout ce trajet. Et finalement, écrire un livre ou bien réaliser un film, à quoi ça sert? Est-ce que parce que bien sûr, il y a le plaisir de lire ou de regarder un film, il y a l'histoire qui est racontée, il y a la transmission d'enseignements. Est-ce que tu penses que ça peut,
aussi être de l'ordre de la guérison ou autre chose? Bah, clairement, de toute façon, en écrivant, on se guérit déjà. Bah, c'est évident que déjà, en écrivant, en réalisant, en mettant en image, je dirais, en créant d'une manière générale, la création a un côté, on va dire, guérisseur d'une manière générale, parce que on ressort des éléments qu'on avait peut-être enfouis quelque part, qu'on n'avait pas voulu voir à un certain moment ou reconnaître, et c'est un moyen de guérison. Donc, pour celui qui crée, je pense que c'est effectivement un moyen de guérison, et quel que soit le support. Et après, pour celui qui le reçoit, c'est aussi un moyen de guérison. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit avoir le livre sur leur table de chevet et en me disant, quand je vais pas bien, je l'ouvre n'importe quelle page, qu'ils l'ont déjà lu, ils ont déjà lu intégralement le livre, mais ils me disent, je l'ouvre et puis je lis et je tombe toujours sur un extrait qui est important et ça me fait du bien. Donc, je pense que ça, à partir du moment où c'est écrit avec cette sincérité du cœur, cette sincérité d'une vérité existante, chacun arrive à retrouver à un moment donné, à se retrouver dedans, et ça permet bah, toute personne qui le souhaite ou qui en ressent le besoin d'aller un petit peu s'explorer aussi et puis guérir de quelque chose. Mais avant tout, je pense que pour l'auteur, que ce soit l'auteur du film, du livre, l'auteur d'une peinture, peu importe, ça a forcément une incidence créative et une incidence de guérison profonde. Ça, j'en suis convaincu, par contre. D'accord, donc ça c'est pour celui qui crée, pour celui qui le reçoit, sans doute, un peu, peut-être, différemment? Mmh. Oui, celui qui le reçoit, moi, je reste persuadé que celui qui le reçoit euh, guérit certains aspects de lui-même à partir du moment où effectivement ça a été écrit dans cette dimension-là. C'est Mmh. sûr que si demain j'écris un film policier, je suis pas convaincu que ça a cette même incidence. Mais ça sera autre chose. Par contre, d'écrire des livres comme cela, forcément, c'est reçu par par tout un chacun, et forcément, à un moment donné, on s'identifie à une partie du personnage ou une partie de l'histoire. Tous les retours que j'ai eus à chaque fois, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit combien ils se sont identifiés à tel ou tel endroit et que ça leur a beaucoup parlé. Donc ça a été guérir. Quand on parlait de la cérémonie des enfants non-nés, qui se vit aussi dans le livre, eh ben, je sais que nombre de personnes, notamment de femmes, oui, m'ont fait ce retour que ça avait été très, très, très important pour eux d'entendre ça et de pouvoir effectivement bah, se guérir, parce que dans l'ensemble de tout ce que j'écris, j'évite tout jugement, parce que d'abord je suis qui pour pouvoir juger, et parce que en fait c'est pas dans le jugement qu'on fait avancer les choses. C'est juste dans la définition de ce qui est, et puis le fait de prendre conscience et d'acter les éléments pour pouvoir grandir. Donc le livre pour les autres, celui qui le lit est source de guérison. En tout cas, c'est souvent ce qu'on me dit. Après, c'est difficile pour moi de dire avec certitude que c'est le cas, mais en tout cas, c'est beaucoup de retours que j'ai. Donc, je suppose qu'effectivement, il a un facteur guérissant. Et tant mieux, je suis ravi de ça. Hein. Mmh. Alors tu as dit qu'on pouvait enfin que des personnes l'avaient laissé sur leur table de chevet et pour pouvoir le laisser sur sa table de chevet, il faut pouvoir l'acheter. Alors où est-ce qu'on peut le trouver ton livre, tes livres? Alors, on peut les trouver directement sur le site de mon éditeur, qui est un petit éditeur qui s'appelle L'Éveilleur Quantique. Et c'est pareil, c'est un vrai choix que j'ai fait de prendre un petit éditeur qui a cette résonance comme la mienne, qui est très branché comme moi. Et ça me convient très très bien. Je préférais ça largement à des gros éditeurs. Et puis depuis, c'est devenu un ami en plus de ça, donc c'est parfait. Donc on peut le trouver sur le site de l'Éveilleur Quantique. Et puis sinon, bon, on le trouve sur Amazon, on peut le trouver généralement à la Fnac, chez De Citre, chez Cultura, en librairie, on peut le commander. Donc il n'est pas forcément en vitrine, parce que les petits éditeurs sont pas forcément ceux qui sont mis en avant dans tous ces grands endroits-là. Mais en tout cas, on peut les commander chez eux. Et puis après, bah, sur les sites effectivement de lecture, on les trouve généralement. Pour être clair avec tout le monde, le premier roman s'appelle Edgar et l'enfant chaman. Le deuxième, la suite s'appelle Décide Nathan. L'univers se chargera du reste.
Et le troisième, j'ai pas le titre encore. Mais voilà, pour les titres des deux livres. Et donc, le court-métrage qui a été adapté du premier, du premier qui s'appelle Edgar et l'enfant chaman, le court-métrage s'appelle À toujours. Et on peut le voir, ça? Malheureusement, non. Pas encore, tout du moins. Dans la mesure où en fait, ce court-métrage aujourd'hui est parti aux États-Unis. Il est distribué aux États-Unis sur des plateformes, donc j'ai pas le droit de le diffuser pour l'instant. Et j'essaie de voir sur des plateformes en France pour le mettre effectivement en diffusion dessus aussi. Mais là, il est parti aux États-Unis et ça m'interpelle quand même beaucoup parce qu'en fait, c'est les Américains, quand j'ai un distributeur américain qui s'appelle Seven Palms, qui est le plus gros distributeur de courts-métrages aux États-Unis, et qui m'a contacté en me disant qu'il avait vu sur une plateforme professionnelle mon film. Et en fait, il m'a contacté, il m'a dit, ton film m'a beaucoup plu et j'aimerais bien le distribuer. Donc on s'est accordé, on a signé un contrat, ainsi de suite ensemble. Donc c'était très satisfaisant et puis en même temps, bah, c'est devenu une relation privilégiée et donc c'est devenu en partie mon agent américain. Et on recherche grâce à lui aussi une partie des financements aux États-Unis pour pouvoir faire le long métrage. Et en parallèle, moi, je recherche toujours des financements en France auprès de financements privés, de grosses sociétés. On est en train de mettre en place une plateforme également participative avec des possibilités, enfin, il y aura des avoirs fiscaux pour les gens qui vont mettre dessus, ainsi de suite. Parce que je trouve que l'idée, on peut ça de participer, moi ça me plaît toujours, c'est une façon de collaborer, de faire quelque chose de manière collective et que tous ensemble, nous construisions un nouveau cinéma qui est le cinéma de demain, qui moi m'interpelle plus dans ce sens-là parce que le cinéma d'aujourd'hui, je trouve, est toujours figé, fixé dans quelque chose avec les mêmes réals, les mêmes artistes, c'est toujours la même chose et là on a besoin d'ouvrir un peu l'espace, pour donner la place à des artistes que l'on ne voit pas et qui sont hyper talentueux, et moi j'en connais un certain nombre, mais et je parle pas de moi, je parle des artistes, des comédiens, acteurs, actrices. Et puis c'est pour donner une ouverture aussi à une nouvelle façon de faire du cinéma, dans le sens où on voit pas vraiment beaucoup de films qui touchent à la spiritualité sous une forme de fiction. Et donc, moi, je pense que le public a besoin de ça en ce moment. Ils en ont marre de voir n'importe quel film qui est toujours fait par les mêmes, avec des gros budgets colossaux, avec des grosses têtes d'affiche, mais qui, au bout du compte, sont pas forcément toujours intéressants. Et je pense qu'effectivement, le public est en recherche de films un peu différents, qui les emmènent à une forme de quête intérieure aussi, qui les emmènent à une réflexion, qui les emmènent à une identification aussi. Donc, et ça, j'aimerais bien, moi, pouvoir créer de plus en plus quelque chose de très collectif. Autant que, comme je dis, quand je réalise, j'aime bien toute l'équipe avec moi. Ce sont des jeunes pour la plupart et qui sont talentueux, qui ont un regard intéressant. Et j'aime bien les avoir autour de moi pour qu'ils me donnent leur avis et qu'on construise ensemble le film. Et moi, pour moi, l'étape supplémentaire, c'est de pouvoir financer le film avec tout le monde, en fait, dire, c'est pas un individu qui fait un film, c'est un collectif d'humains qui ont envie tous ensemble de créer quelque chose de nouveau. Je suis assez idéaliste comme personne. Et quand tu dis que tu vas faire appel à des grosses sociétés, est-ce que les particuliers peuvent participer aussi? Bien sûr, Oui. on est en train de monter le réseau sur la plateforme. Dans les semaines qui viennent, je pourrais distribuer des liens où les particuliers pourront aller dessus. Ils auront droit également à des avoirs fiscaux qui sont auteurs, je crois, de 60 ou 66% de leurs dons, ce qui est quand même assez intéressant. Pour les sociétés, c'est pareil, parce que des sociétés qui font des gros bénéfices quelquefois, ça peut les intéresser d'avoir leur nom aussi dans le monde du cinéma. Et ils ont un avoir fiscal aussi en échange. Mais les particuliers vont pouvoir aussi mettre dessus. D'accord. Je vais te laisser le mot de la fin, je vais te laisser 2 secondes pour y réfléchir. Le temps que je m'adresse à vous, hein, parce que bon, ben, vous voyez, c'est l'été, c'est les vacances. On a encore un interview la semaine prochaine qui sera un peu particulier parce qu'il y aura 3 personnes et non pas une seule. En attendant, vous avez bien entendu qu'on parlait d'esprit collaboratif et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Donc, n'hésitez pas à soutenir Philippe dans son projet. Les liens sont toujours dans le descriptif sous les vidéos. N'hésitez pas à
collaborer à toutes sortes de projets. Je vous ai demandé de vous abonner à la chaîne RTV si ça vous intéresse, Philippe bien sûr aussi. Mais vraiment, c'est important qu'on soit dans la collaboration et non plus dans la compétition. C'est un gros changement et si on veut que ça change, eh bien, il faut que chacun mette un petit coup de pouce pour que ça se passe en fait. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup Philippe pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci de m'avoir accueilli, surtout parce que c'est un vrai bonheur de pouvoir partager ce moment avec toi et c'est agréable d'avoir cette dimension de sensibilité que tu transmets qui nous permet effectivement de nous délivrer totalement. Donc, merci infiniment pour ce que tu es et ce que tu fais là. Et après, j'ai envie de dire, bah, tu parlais effectivement de collaboration, du fait de faire quelque chose de collectif. Et il me semble qu'effectivement, cette humanité a besoin de ça aujourd'hui. Je reste persuadé que c'est parce que on a la possibilité de recréer les éléments différemment, de recréer le monde. On a beaucoup vécu dans la peur ces dernières années. Toujours la peur de manquer, la peur de pas être aussi bien que l'autre, la peur de perdre ceci, la peur. J'ai envie de dire, si maintenant on essayait de vivre dans l'amour, l'amour de l'un, de l'autre, et l'amour, ça passe par le fait de mettre en avant ce qu'on aime, c'est de participer tous ensemble à quelque chose pour se dire, bah, plutôt que d'être dans cette individualité dans laquelle on nous a mis, dans cette forme de séparation, c'est de dire, bah, aujourd'hui, on va peut-être se réunir et montrer au monde que tous ensemble, on a capacité à faire plein de choses. Et je parle pas que là pour ma paroisse, hein, mais je parle pour vraiment d'une manière collective. Et c'est dans tous les domaines. Et on voit bien ce que Philippe a créé avec toutes ces chaînes, ce que vous faites les uns et les autres. Et bon, on a besoin de créer tout ça et on a besoin que ça prenne des dimensions, de la grandeur pour qu'enfin on déploie cette envie de tous ensemble créer un nouveau monde. Donc faisons-le et moi j'y adhère en tout cas à fond. Bien, merci Philippe. Merci au Philippe avec un S. Merci à vous, chers spectateurs, auditeurs, et à la semaine prochaine.